Donc, fondamentaux cognitifs, langue de scolarisation, allons-y. Alors, la question qui se pose, c'est de se dire, définir des contenus pour les enfants à 15 ans, c'est une bonne chose, là on est sur les savoirs, mais qu'est-ce qui sera essentiel pour un jeune de 15 ans qu'il apprenne pour pouvoir agir, être acteur dans le monde de demain, dans la complexité du monde de demain. Et il s'avère être quand même de plus en plus consensuel, en tout cas, de se dire que ce qui sera important pour le jeune, c'est qu'on lui ait donné des outils qui l'aident à réfléchir, à avoir une réflexion critique sur le monde qui l'entoure. Et donc je reprends cette citation de Morin qui semble peut-être un peu complexe, je vais la lire avec vous, mais qui me parle énormément. L'intelligence parcellaire, compartimentée, mécaniste, disjonctive, réductionniste, brise le complexe du monde, en fragments disjoints, fractionne les problèmes, sépare ce qui est relié, unidimensionnalise le multidimensionnel. C'est une intelligence myope qui finit le plus souvent par être aveugle. Incapable d'envisager le contexte et le complexe planétaire, l'intelligence aveugle rend inconscient et irresponsable. Le problème de la compréhension est devenu crucial pour les humains. Et à ce titre, il se doit d'être une des finalités de l'éducation. Alors, fondamentaux cognitifs, qu'est-ce que c'est que ne pas parcelliser l'intelligence? Qu'est-ce que c'est de ne pas la réduire, la morceler? Il nous a semblé, dans le groupe Nouveaux Contenus, Nouvelles Compétences, entre autres, que pour que l'enfant puisse développer des outils qui l'aident à réfléchir, il y a certainement 3 verbes importants, qui sont catégoriser, ordonner et modéliser. Alors, j'ai chaque fois représenté un petit peu par un petit pictogramme, catégoriser, les 3 ensemble, ordonner, ABC, et la modélisation qu'on voit un petit peu moins ici, avec les forces, etc. Alors, pourquoi catégoriser? Et catégoriser semble aujourd'hui, en tout cas les chercheurs s'accordent à le dire en neurosciences ou des gens comme Seb, Guagou et Paour en France, la catégorisation est un outil essentiel pour la mémorisation. En regroupant les informations, elle diminue le nombre d'éléments à retenir. Ordonner est aussi important. C'est comprendre la logique des relations ordinales qui existent. Causalité, temporalité, chronologie, tiens donc, topologie, et développer la conscience des processus qui permettent de résoudre les problèmes. Ça, c'est ordonner, hiérarchiser. En fait, enfin, la modélisation, c'est le processus de conceptualisation, d'entrer dans l'abstraction. Les effets simplificateurs de la modélisation rendent le réel plus accessible aux élèves, tout en le mettant à distance. Les modèles constituent des outils pour comprendre, décrire ou interpréter le réel. Alors il nous semble que ces 3 verbes, ces 3 actions, catégoriser, ordonner, modéliser, c'est vraiment quelque chose qui doit être présent comme point de vigilance à tout moment dans les classes, quelles que soient les disciplines. Et la question à se poser, c'est comment les intégrer au sein des disciplines. Donc la recommandation numéro 2 du groupe Nouveaux Contenus, Nouvelles Compétences disait que renforcer de la maternelle à la fin de l'enseignement secondaire l'appropriation, l'approfondissement de fondamentaux cognitifs, permettre à chaque élève de développer les opérations mentales de base qui sont susceptibles de l'aider à organiser la réalité qui l'entoure, à comprendre les liens qui unissent les divers éléments qui constituent son environnement et à pouvoir les exprimer. Alors, comment faire? Mais déjà, quelques pistes, quelques balises, c'est ne pas aborder des savoirs isolément. C'est favoriser autant que faire se peut la comparaison. C'est parce que c'est en comparant que l'élève va apprendre à catégoriser, à extraire les indicateurs qui font que c'est le même ou c'est différent. C'est aider à comprendre l'avant et l'après, le juste avant et le juste après, l'entre,
Le pourquoi et le comment, c'est inscrire l'apprentissage dans la durée. Et donc, si j'inscris dans la durée, c'est la nécessité de relier ce qui est venu avant, ce qui va venir après. Exprimer ou faire exprimer verbalement ce qui fait lien et ce qui crée la catégorie. Laisser le temps à chaque élève de découvrir, de chercher, de s'interroger. Cette posture de chercheur qui, on le sait dans les classes, peut être tellement vite tuée par un guidage trop serré de l'enseignant. Solliciter les représentations initiales et après l'apprentissage, favoriser les schématisations. Support langagier important. Organiser les traces des élèves, les affichages muraux, faire apparaître les liens une fois encore. Construire les référentiels évolutifs sur plusieurs années. Alors, ces apprentissages fondamentaux, à nos yeux, ne peuvent absolument pas s'envisager sans le langage et sans les langages. Alors, le français de scolarisation, qui est ce français vraiment spécifique au monde scolaire, au départ, c'est vrai qu'il a été associé à la problématique des enfants allophones qui arrivaient dans les écoles. Donc, si je prends la définition à l'origine du français de scolarisation, c'est une langue sur objectif spécifique, FOSS, qui permet d'enseigner le français à des non-francophones pour les aider à intégrer un cursus scolaire ou universitaire. C'est donc une langue qui est enseignée comme un outil pour apprendre d'autres matières qu'elle-même. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est de m'appuyer sur cette définition qui s'apparente, qui associe, disons, le monde des enfants allophones et de le mettre à l'aune de nos enfants francophones, des enfants francophones qui fréquentent nos écoles. Parce qu'effectivement, Cummings l'avait décrit déjà en 1979, il y a un écart important entre la langue de communication qui est le véhicule de nos affects, de nos rencontres, de nos communications journalières. On pourra dire, tiens, entre Paris et Bruxelles, c'est combien, mais tout le monde s'est compris ici. Et la langue de scolarisation orale ou écrite, qui est vraiment cette langue de la cognition, cette langue académique des apprentissages, et qui devient, quelle est la distance à vol d'oiseau entre Paris et Bruxelles? C'est donc cette distance, en fait, qui, à travers les disciplines, met souvent les enfants en difficulté d'apprentissage. Alors, la langue de scolarisation, souvent, on l'associe à une question de vocabulaire. On se dit, mais oui, ils n'ont pas de vocabulaire. Le vocabulaire est tellement pauvre, de plus en plus pauvre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la langue de scolarisation, c'est beaucoup plus que du vocabulaire. C'est en fait, ça fait appel aux structures profondes de la langue, qui sont nécessaires pour justement ces outils mentaux qu'on souhaite voir développer chez les enfants, comme la catégorisation, le fait de l'ordre et la modélisation et la conceptualisation. Parce qu'effectivement, il y a des structures profondes à la langue qui permettent de comparer, d'argumenter, de justifier, de décrire aussi. Et c'est pas tout à fait la même chose de comparer en mathématiques ou de comparer en sciences. Et donc, on élabore le savoir sur base de ce langage complexe. Alors, ça doit s'inscrire dans la durée, et c'est bien cette durée du tronc commun qu'on essaye de concrétiser ici dans les ateliers. C'est vrai qu'au départ, un enfant de 2 ans et demi, face à 2 pailles de couleurs différentes, si on lui demande quelle est la paille la plus longue, il va peut-être simplement pointer la paille bleue. Il n'aura pas encore les mots pour dire que c'est la paille la plus longue. Et puis, petit à petit, au cours de la scolarité, on va faire verbaliser l'enfant de façon de plus en plus précise pour arriver à un certain moment à la longueur de la paille rouge est inférieure à celle de la paille mauve. Le segment de droite B dépasse le segment de droite A de X centimètres. Et puis, en fait, l'abstraction mathématique A plus petit que B. Et donc, c'est vraiment tout ce chemin à travers la scolarité qui devrait pouvoir être conçu dans ce développement spiralaire qu'on vous invite à faire à travers les ateliers. Également, c'est incroyable dans la langue de scolarisation, la variété de supports linguistiques qui existent. Il y a les représentations mathématiques, mais il y a aussi les représentations symboliques, comme les organigrammes, les tableaux, les représentations, les graphiques.
les représentations verbales, évidemment, tous les écrits, les énoncés, les résumés, les cartes heuristiques, les représentations visuelles, photos, images, pictogrammes, dessins, les représentations physiques aussi, c'est l'expérience dans le corps, l'expérience physique, qui est aussi un langage, bien entendu. Donc c'est explorer, nommer, tous ces verbes qui doivent être vraiment mobilisés autant que possible à travers les apprentissages. Et la citation de Cummings, dans l'angle de scolarisation apprenant vulnérable, un travail qui avait été fait au niveau du Conseil de l'Europe, il faut abandonner la conception naïve selon laquelle la langue de l'école correspond à un registre plus ou moins familier, émaillé de termes techniques, empruntés à un champ spécifique de connaissances. Parce que pour le moment, dans les écoles, quand on parle de cette langue de scolarisation, les enseignants sont souvent là. Ah, mais alors on va faire une leçon de vocabulaire. En fait, l'apprentissage de la langue de scolarisation dépasse largement l'acquisition des termes techniques des différentes matières de programme. Il s'agit plutôt de passer de l'énonciation familière au texte, au sens premier du terme. La scolarisation, c'est un processus dans lequel on enseigne aux enfants à parler un langage écrit et à produire, à l'oral comme à l'écrit, des textes toujours plus explicites dans lesquels la langue est de plus en plus capable d'opérer comme une représentation sans ambiguïté de sens. Donc là, il y a quelque chose d'un déplacement de notre regard par rapport à la langue. Apprendre aux élèves à employer le langage académique revient à élargir leur répertoire, à favoriser leur éveil, les aide à faire des choix linguistiques appropriés. Alors également, Bernard Rey avait été cité par Philippe Mérieux, donc il dit « L'intention scripturale est structurante du projet même de l'école. C'est bien là que s'éprouve le fait fondateur à tous égards de l'entrée dans la culture, quand on découvre que les contraintes de la langue sont des ressources pour la pensée. » J'adore cette phrase. Je la trouve extraordinaire. Parce que c'est là qu'on comprend vraiment la transversalité de la langue pour accéder vraiment à cette structuration progressive de la pensée. Alors pour en revenir à la langue de scolarisation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions. On a retenu, et c'est celle-là que j'ai un petit peu anticipé hier dans le groupe de langue, quelles sont les caractéristiques vraiment de la langue de scolarisation. C'est la langue dans laquelle, évidemment, l'enseignant donne cours, il va exposer les savoirs en maths, géo, etc. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est « mais quel est le contenu de mon cours ? Comment mes élèves s'expriment-ils autour de ce contenu ?» Donc, c'est la zone proximale d'apprentissage. Et mes actions par rapport à ce langage-là, c'est peut-être d'abord d'observer, d'écouter les enfants, de les mettre dans des activités qui vont me permettre de les entendre dire ce qu'ils savent déjà autour du contenu à apprendre. La langue de scolarisation, c'est la langue qui va accompagner et rendre possible le travail de la pensée pour soutenir l'appropriation des savoirs. Donc c'est mise à distance, c'est comment j'aide mes élèves à construire leur pensée. Et là, mes actions d'enseignant, ce sera vraiment d'aider les enfants à verbaliser leur démarche mentale, mais c'est aussi intéressant de verbaliser mes propres démarches d'enseignant face aux enfants. Je veux dire, de ne pas s'arrêter simplement au niveau de l'expression de la pensée entre enfants, mais d'être aussi un modèle de comment moi, en tant qu'adulte, je réfléchis. La langue qui permet à l'enfant de s'exprimer, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, donc c'est toute la langue, c'est toute la langue qui permet le recul réflexif, les compétences métalangagières, et la langue de scolarisation, c'est la langue dans laquelle l'élève va exécuter les consignes, les exercices, comprendre les résumés, résumer lui-même, synthétiser, entraîner le savoir, se débrouiller face à une évaluation scolaire, etc. Donc ça va colorer, ça devrait colorer la construction de tous les dispositifs d'apprentissage. Et une autre dimension de la langue de scolarisation, mais qui n'est pas la moindre, c'est une forme de communication particulièrement dense en actes qui se révéleront très importants pour l'insertion sociale des individus, non seulement à l'école, mais dans de très nombreuses sphères sociales.
Parce que c'est en effet en donnant, en permettant aux élèves de développer ce pouvoir sur la langue, j'ai envie de dire, qu'on lui donne aussi du pouvoir sur sa vie, qu'on lui permet d'oser s'exprimer, d'oser argumenter, d'oser dire qu'il n'est pas d'accord, et d'avoir les arguments pour expliquer pourquoi il n'est pas d'accord. Donc ça construit, ça participe à la construction du citoyen. Et l'objectif est bien, comme le disait Habermas, de faire de tous les apprenants des utilisateurs compétents de la langue, à savoir des sujets autonomes, maîtres de leur propre destin, pleinement capables de jouer un rôle actif dans la société. Voilà. Donc, enjeu des fondamentaux d'ordre cognitif, catégoriser, ordonner, modéliser pour pouvoir arriver à l'abstraction, à la conceptualisation. C'est très ambitieux, c'est magnifique. Et on ne peut faire cela qu'en mettant des mots sur les démarches de l'esprit, développer la critique, la pensée critique des élèves, et donc c'est bien une affaire de langue et de langage pour accéder à cette abstraction des savoirs. Déjà en 1999, les socles de compétences en parlaient, puisque travailler à s'approprier la langue française, c'est travailler à acquérir le langage de référence de tout apprentissage, ce qui implique la responsabilité de tous dans la construction de cette langue de référence. Ça date de 1999. Et on s'était rendu compte, notamment dans le groupe Nouveaux contenus, Nouvelles compétences, que finalement, on n'a pas vraiment été chercher des nouveaux contenus et des nouvelles compétences, mais on a été relire ce qui était déjà dit dans les socles de compétences, mais avec peut-être cette porte d'entrée de se dire, mais qu'est-ce qui nous manque pour rendre cela vraiment actif au sein des classes et permettre à tous les enfants de profiter de cet apprentissage. Et au Conseil de l'Europe en 2010, on lisait « Tous les enfants doivent être des enseignants de langue au sens où ils connaissent les exigences langagières de leur matière et les stratégies appropriées de soutien linguistique. » Et donc l'enjeu maintenant de cette semaine, ce sera de se dire comment est-ce qu'on peut, dans l'atelier éducation physique, dans l'atelier art, dans l'atelier langue, dans l'atelier mathématiques, comment est-ce qu'on peut intégrer ces fondamentaux cognitifs à tout moment dans les dispositifs qu'on va construire dans la spirale à développer. Voilà, c'est l'enjeu qui nous attend, c'est le défi qui nous attend. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Ben voilà. Donc, les réactions, les questions.